Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo que je vous propose qui est en fait une conférence que j'ai faite en mai 2021 au niveau d'une école virtuelle d'été qui s'intitule L'approche créative pour créer une alliance thérapeutique avec des jeunes LGBTQ+. Cette vidéo fait partie de l'onglet Médias créatifs de la chaîne Psycho pour tous. Alors, dans quel contexte a été faite cette conférence? Donc, j'ai été sollicitée par Michel Doré, un chercheur avec lequel j'ai pu éditer un ouvrage en 2012 qui s'appelle Être homo aujourd'hui en France, du fait que j'ai travaillé donc pendant 15 ans au Refuge à Montpellier, qui est donc une association qui est devenue une fondation, une association donc qui accueille des jeunes victimes d'homophobie et de transphobie. Donc j'avais la mission pendant 15 ans de pouvoir les accueillir et de les accompagner au niveau thérapeutique. Donc dans ce cadre-là, le réseau Galaxia, le centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles du Québec, ainsi que le réseau de recherche en santé mentale de la population du Québec m'ont demandé d'intervenir pour réaliser donc une conférence en lien avec le stress et la résilience des jeunes à la sortie du placard, puisque les Québécois utilisent plus la sortie du placard que le coming out, puisqu'ils francisent les termes. Et donc, j'intervenais avec un monsieur qui s'appelle Robert-Paul Juster, qui travaille à l'Université de Montréal, qui est neuroscientiste et qui travaille sur la question du stress. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo que vous allez pouvoir regarder? C'est une vidéo qui dure 30 minutes. Dans cette vidéo, je présente un petit peu le refuge dans lequel j'ai pu travailler pendant 15 années, où j'ai pu accueillir des jeunes qui avaient entre 18 et 25 ans. Et je présente essentiellement le travail que j'ai pu faire pendant toutes ces années avec l'utilisation de la thérapie par le jeu et la créativité et donc de médias créatifs. Ce qui va être intéressant peut-être pour vous dans cette vidéo, c'est que vous allez voir, d'habitude quand je présente des médias créatifs, je ne présente pas des productions de patients. Et là, je vais présenter différentes productions en explicitant tous les médias créatifs, enfin une partie des médias créatifs que j'ai pu utiliser. On voit bien qu'au niveau du coming out, le coming out génère un très grand stress, vous allez le voir dans la vidéo. Et donc, pour cela, depuis 15 ans, je travaille sur le sujet et je mets également en place, vous pouvez voir sur mon site Psycho pour tous, des groupes de parole à la fois pour les familles, pour qui c'est difficile, mais également pour les personnes évidemment qui le vivent. Donc si vous avez envie de nous rejoindre dans les groupes de parole, il y en a plusieurs, donc certains sont fermés parce que voilà, c'est des groupes dans lesquels on s'engage un minimum de temps. Donc si vous avez envie de vous inscrire à ces groupes de parole, n'hésitez pas à aller sur le site Psycho pour tous. À bientôt, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Alors bonjour, donc effectivement comme vous le dites, donc effectivement je suis psychologue, je consulte à Montpellier en France et je reçois des personnes individuelles, des couples ou des familles, que ce soit en présentiel ou d'ailleurs à distance. Et j'ai également dans ma patientèle des jeunes donc du refuge. Donc alors hop, pardon. Donc, le refuge, pour ceux qui connaissent, c'est une association qui est devenue une fondation. Vous voyez sur la droite peut-être le petit logo avec le chapeau. Donc, c'est devenu le logo de la fondation. Donc, c'est une fondation qui est née en 2003, dont les axes d'intervention principales sont l'accompagnement et l'hébergement, c'est-à-dire que on reçoit au refuge des personnes qui ont entre 18 et 25 ans principalement. Et il y a également quelques jeunes un peu mineurs dans un espace dans le Gard notamment, à côté de Montpellier. Ces jeunes normalement sont accompagnés et hébergés 6 mois, ils peuvent l'être plus. Donc il y a 20 délégations en France.
Actuellement, il y a à peu près 210 jeunes qui sont hébergés. Il y en a 9000 qui ont été hébergés depuis 2003. Pour cela, il y a énormément de bénévoles et aussi 29 salariés. Donc, à la fois, il y a l'accompagnement d'un côté, l'hébergement. Il y a également une ligne d'écoute et d'urgence où, par exemple, en 2019, il y avait 6800 appels. Donc, il y a énormément d'appels. Et puis, il y a également une action de sensibilisation, pardon, et des interventions en milieu scolaire, notamment, pour parler de la question de l'homophobie, de la transphobie. Voilà. Alors, que vous dire? Donc, en fait, dans le cadre de mon travail de psychologue et notamment de psychologue refuge, eh bien, j'ai fait une formation de thérapie par le jeu et la créativité il y a une bonne dizaine d'années. Et en formation, je me rendais compte que beaucoup de professionnels, finalement, étaient pas très à l'aise avec la question de l'homosexualité. Et donc, j'ai décidé de faire un mémoire de fin de formation sur comment aider des professionnels à accompagner des personnes homosexuelles. Et dans ce cadre-là, j'ai fait une petite enquête qui, je pensais avoir juste une cinquantaine de réponses et j'en ai eu 500. Et donc, j'ai débordé un peu par les résultats. On a fait appel à l'Université Laval et à Michel Doré qui a gentiment accepté de s'occuper de cette recherche. Et donc, on a édité Être homo aujourd'hui en France, pardon, Être homo aujourd'hui en France en 2012. Et c'était une enquête en fait de 36 questions avec des questions ouvertes, des questions fermées. Et en fait, ce qui m'intéressait moi dans ma pratique, c'est vraiment de connaître les attentes. En fait, dans la relation d'aide, quelquefois, eh bien, on s'intéresse pas autant que ça aux attentes que peuvent avoir les personnes qui viennent nous consulter. Et je me disais, voilà, tiens, est-ce que, par exemple, les personnes qui viennent nous consulter attendent que leur thérapeute soit homosexuel. Donc voilà, ce type de questions-là. À quel âge ils ont découvert qu'ils étaient homosexuels? À quel âge ils en ont parlé? Hein, donc en fait, on a réussi à avoir pas mal de réponses assez intéressantes, notamment de se rendre compte que finalement, Monsieur Juster en parlait tout à l'heure, la question de l'annonce, le coming out. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une période dépressive qui précédait l'annonce de son homosexualité, avec des risques et des idéations suicidaires très importantes. Donc, on sait hein, que les jeunes LGBTQ+, sont quand même beaucoup plus, comment dire, exposés à la question du suicide. Donc, dans ce cadre-là, je suis venue au Québec à l'Association québécoise de la prévention du suicide en 2012 pour faire une conférence, parler un petit peu de ma pratique et puis du livre. On s'est rendu compte aussi également dans cette recherche qu'il y avait énormément de solitude pour les personnes qui ne se sentaient pas comprises par leur famille, par leur entourage, dans leur travail, une solitude parce qu'on n'ose pas en parler, hein, également une estime de soi très basse, avec une grande culpabilité de ne pas répondre, entre guillemets, à l'attente peut-être des parents, une peur du rejet, une peur du regard des autres, le fait aussi qu'on se sente très décalé dans la relation, on n'incarne pas ce qui est attendu de nous. Donc, quand on parlait du stress tout à l'heure, peut-être, eh ben justement, on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir répondre à la demande et ça met beaucoup dans le stress et ça fragilise énormément. Alors, au niveau de mon activité, donc de psychologue, donc de thérapeute par le jeu et la créativité, donc je profite de pouvoir vous montrer des photos. Moi, j'ai assez peu en fait d'écrits, hein, c'est plus des photos de ce que je pratique que je vais vous montrer. Donc ça, c'est mon cabinet atelier. Entre-temps, j'ai déménagé, mais voilà, c'est un espace où je vais pouvoir proposer
un maximum de médias créatifs, en fait, mettre à disposition un maximum de choses pour que les personnes puissent s'exprimer autrement que par la parole. Ce qui me paraît important, notamment avec le public LGBTQ+, c'est que justement l'annonce a souvent été orale, l'annonce de son homosexualité, et ça n'a pas toujours été bien reçu puisque les personnes que l'on accueille au refuge ont été chassées de chez elles suite à l'annonce de leur homosexualité. Ce sont des personnes qui sont victimes d'homophobie ou de transphobie. Et donc, justement, la parole, eh bien, c'est ce qui les a mis dans la difficulté. Donc, pouvoir leur permettre de parler d'eux autrement que par la parole me paraît intéressant et important. D'autant plus qu'on accueille au refuge depuis plusieurs années, depuis 2-3 ans, pas mal de réfugiés, de demandeurs d'asile qui, du coup, ne maîtrisent pas la langue française. Et moi, je ne maîtrise pas leur langue non plus. Et donc, la communication est assez difficile. Donc, je vous montrerai tout à l'heure à travers des diapos des exemples de ce que je peux utiliser aussi avec des personnes qui ne parlent pas forcément bien ma langue, ou en tout cas, je ne parle pas bien la leur. Donc, voilà. Donc, pour moi, la thérapie par le jeu et la créativité permet donc d'être dans ce que j'appelle un relationnel créatif, c'est-à-dire pouvoir, à travers l'utilisation de médias, pouvoir aussi retrouver de la confiance, ce stress très important, cette sensation d'être rejeté, eh bien, comment on va peut-être utiliser des médias créatifs pour reprendre confiance, pour se remobiliser, pour avoir confiance. Hein. Donc, ce qui est important, en fait, pour moi, hein, Boris Cyrulnik disait dans un merveilleux malheur, il ne suffit pas de dire son malheur pour que tout soit réglé. La réaction de celui qui entend imprègne un sentiment dans lequel le psychisme de celui qui se confie. Ce que je veux dire, c'est que dans cette recherche aussi, ce qui me paraissait important, et là où vous êtes beaucoup plus en avance au Québec que nous en France, c'est que c'est important de pouvoir former les personnes, de pouvoir leur proposer d'autres manières d'accompagner les personnes qui sont en souffrance, parce que les personnes peuvent ne pas se sentir comprises. Combien de fois en consultation, des personnes sont venues me voir en me disant « je n'ai pas envie de consulter ». Au refuge, en fait, au niveau du cadre du refuge, c'est que tous les jeunes qui arrivent dans la délégation de Montpellier, puisque moi je suis sur Montpellier, eh bien, viennent me rencontrer. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir avoir un échange, une affiliation qui va faire que on va décider ensuite ensemble s'ils ils veulent continuer à venir me voir ou pas. Alors, c'est pas parce qu'ils ne viennent pas me voir qu'ils en ont pas besoin. Il faut bien se mettre dans l'idée que les jeunes qui sont au refuge ont des vécus souvent très difficiles, ont des vécus de rue, par exemple, ils ont été dans la rue, et quand ils arrivent au refuge, ils n'ont pas forcément envie de venir parler de leurs difficultés, de leurs problématiques, mais ils ont plutôt envie de se créer un réseau d'amis, d'essayer d'oublier un petit peu. Donc, à la fois, on peut pas, enfin, c'est très compliqué d'être en thérapie sous contrainte. Donc, dans le cadre du refuge, on invitait les jeunes à venir pour la première fois, et puis ensuite, j'essayais d'être en affiliation avec eux, de leur montrer l'intérêt de pouvoir venir aussi parler de leurs difficultés dans un cadre individuel. Et ensuite, c'était eux qui décidaient. Donc, quand je les recevais, ce qui était très important pour moi, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la recherche initialement, qui a mené à être homo aujourd'hui en France, c'est que il est important pour moi d'essayer d'identifier quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes et quelles sont leurs craintes. Donc, au niveau des besoins, je me suis rendu compte que finalement, ces jeunes avaient besoin de se galvaniser, de
de pouvoir reprendre de l'estime d'eux-mêmes et de recontacter peut-être des choses qu'ils oublient. Parce que le stress, pour moi, enfin, je ne sais pas ce que M. Gister en dirait, mais pour moi, le stress, en tout cas, ne nous permet plus des fois de nous connecter à nos ressources. Et il est important de pouvoir accueillir dans un espace bienveillant, sécurisant les patients et qu'ils puissent, à travers la narration d'histoires de vie peut-être positives aussi qu'ils ont eues à un moment donné, qui n'est pas ce qu'ils vivent aujourd'hui, mais c'est peut-être ce qu'ils ont pu vivre à un moment donné dans leur vie, de pouvoir recontacter ça pour pouvoir retrouver un peu d'estime d'eux-mêmes. Ce dont ils avaient besoin également, mais ça, ce n'est pas auprès de moi qu'ils le trouvaient, au niveau de l'association, c'était de se créer un réseau relationnel. Donc, il y a énormément d'activités qui sont proposées. Il y a des permanences aussi qui sont proposées 3 fois par semaine pour que les jeunes se rencontrent, etc. Alors, leurs attentes. Quelles peuvent être leurs attentes? Eh bien, leurs attentes, c'est d'être compris. Et notamment dans la recherche, on s'est rendu compte dans la question qu'on a posée, les jeunes n'attendent pas que leur thérapeute ou que l'aidant soit homosexuel. Ce que le jeune attend, c'est que l'on soit homosensible. Et donc, du coup, qu'on puisse avoir une certaine connaissance de ce qu'ils vivent. Alors, d'autres attentes aussi qui m'ont un peu plus surprise d'ailleurs dans la recherche, c'est qu'ils étaient en attente d'humour. Ils attendent que les aidants soient de bonne humeur, soient drôles, soient sans doute aussi parce qu'ils vivent des choses très difficiles. Hein, donc, notre attente, c'était une attente vraiment de l'interaction, de l'échange. Par exemple, il me disait, ben voilà, moi je ne viens pas chez un psy pour m'allonger sur un fauteuil et puis ne pas entendre ce que vous avez à dire, ce que vous avez à échanger. Une attente également que l'on a relevée dans la recherche avec Michel Doré, c'est une attente de conseil. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué pour moi. Donner des conseils, c'est pas forcément trop le thème quand on est thérapeute, en tout cas en métropole, enfin en France, de ce que j'ai appris à l'université, de donner des conseils, mais et puis c'est pas forcément, à mon avis, opportun en plus parce que ça crée de la disqualification, à mon avis. Donner des conseils, c'est finalement montrer à l'autre qu'il sait pas faire et c'est montrer à l'autre qu'il ne sait pas. Moi, je suis beaucoup plus intéressée à développer en fait la méthode du questionnement, c'est-à-dire par le questionnement, eh bien la personne va trouver sa propre réponse et c'est sûrement pas moi qui vais lui donner la réponse parce que je ne suis pas l'autre et que je n'ai pas la même vie que lui et donc il me paraît important que ce soit effectivement le patient qui trouve sa réponse et donner des conseils, même si c'était une demande et une attente de la part des personnes qui ont répondu, c'est pas quelque chose que je fais énormément. Voilà. Les craintes, alors les craintes que peuvent avoir les jeunes qui viennent en consultation, les jeunes du refuge, par exemple, que j'ai, parce que je me concentre là-dessus, j'ai plein d'autres patients, mais je vais me concentrer sur les jeunes du refuge. Les craintes, alors pour certains, c'est la crainte qu'on puisse aller divulguer des informations à l'extérieur. Notamment, il y a par exemple des jeunes qui ont pu avoir des difficultés familiales très importantes et des signalements ont dû être faits. Et donc, certains jeunes associent le psy à quelqu'un qui peut finalement, à qui on peut dire des choses, oser raconter des choses qu'il va répéter. Donc là, il y a vraiment ce besoin de sécuriser les jeunes. D'ailleurs, dans le cadre du refuge, il y a énormément de moments collectifs qui sont organisés. Moi, je tenais à ce que ce soit des espaces individuels où ils avaient vraiment leur endroit, leur lieu dans lequel ils pouvaient déposer des choses difficiles. Alors, à la fois, dans l'accompagnement que je propose, ce qui est important, à mon avis, c'est que justement, si on est face à des personnes très stressées, c'est de surtout pas les mettre dans une position de stresser à nouveau du fait de raconter leur traumatisme.
Ça, je l'ai beaucoup vécu ces dernières années avec des jeunes notamment qui venaient d'Afrique et qui pouvaient être d'autant plus stressés par la question de l'homosexualité, mais aussi parce qu'ils étaient en danger de mort, ou pour certains, ils ont fait de la prison, ils sont venus sur des bateaux qui coulaient à moitié. Enfin bref, j'ai reçu des jeunes vraiment très, très traumatisés. Et ce qui m'importe dans ma pratique, c'est de voir comment est-ce que je peux remobiliser les ressources et les compétences des personnes qui puissent s'autoriser à être elles-mêmes et ne pas être celui que l'on attendrait qu'il soit. Voilà. Et donc, du coup, je m'aide beaucoup. Donc, j'ai dans mon approche, donc la thérapie par le jeu et la créativité. J'ai également l'approche familiale systémique qui est très importante, euh, à mon sens, de pouvoir essayer d'appréhender l'individu dans des systèmes d'appartenance et que la réponse, le comportement, l'attitude, eh ben, est liée à une multitude de choses et que c'est important d'appréhender toute cette boule à facettes dans un contexte familial, relationnel, amical, professionnel, etc. Voilà. Alors, ce que je vais maintenant passer, si vous voulez bien, à des exemples de pratiques que je peux avoir. Et donc, pour vous permettre un petit peu de comprendre comment est-ce que je pratique la thérapie par le jeu et la créativité dans mon cabinet. Donc, c'est important pour moi de connaître l'état du patient. Alors, en général, ben, on lui demande comment ça va, sauf que moi, j'essaye d'utiliser d'autres choses. Alors, par exemple, là, vous voyez sur la gauche des morceaux de terre où, en fait, il y a des personnes qui pouvaient arriver avec une très grosse agressivité parce qu'ils trouvaient injuste de se retrouver dans la rue, parce que c'était compliqué, ils vivaient des moments d'homophobie. Et donc, du coup, eh bien, je leur permettais de pouvoir passer leur colère en prenant des boules de terre et en les jetant comme ça par terre. Donc, vous voyez toutes les traces. J'ai reçu beaucoup de gens en colère, en fait. Voilà. Ensuite, sur la droite, vous pouvez voir, par exemple, on pouvait utiliser un tableau effaçable comme ça et sans dire le mot, mais en jouant. Par exemple, là, on jouait au pendu avec une patiente, eh bien, qui pouvait montrer ce dans quoi l'énergie dans laquelle elle pouvait être en arrivant. Après, effectivement, je peux aussi, par exemple, demander, voilà, entre 0 et 10, ben, comment ça va 0, tu vas pas bien du tout. 10, tu vas à combien? Et puis, du coup, de pouvoir mesurer aussi d'une séance à l'autre comment la personne se sent et voir s'il y a également une évolution. Étant également thérapeute familial systémique, c'est important pour moi de pouvoir appréhender la famille. Donc, c'est compliqué au refuge, c'est compliqué parce que justement, la famille est absente et que la famille, je ne vais pas la rencontrer. Donc, comme le disait Monsieur Justin, le soutien familial est très important. L'idée de créer une application peut-être pour aider les parents, c'est important. D'abord parce que je pense aussi que c'est aussi très difficile pour les parents. Quand on voit que quelqu'un met entre 5 et 9 ans pour annoncer son homosexualité, eh bien la personne se prépare à le dire ah non, c'est pas le moment, alors j'attends un peu, voilà. Mais pour les parents qui l'accueillent comme ça du jour au lendemain, eh bien ils ont peut-être aussi besoin de soutien. Donc je mets en place d'ailleurs aussi des groupes de parole pour les parents, que ça peut aider. Mais voilà, travailler avec la famille, même quand elle est absente, c'est quand même important, même si ils sont beaucoup dans le rejet de la famille quand ils sont au refuge. Mais vous voyez par exemple là sur cette photo, eh bien de voir comment est-ce qu'ils peuvent représenter sa famille. Alors vous voyez par exemple sur l'image du haut, il y a un bouchon où le jeune par exemple me dit bah voilà, moi j'ai choisi le bouchon en liège pour parler de mon père parce que comme il est alcoolique, c'est plus facile. Voilà, et donc du coup, à travers le dessin des différents membres, etc., ben, la personne pouvait réfléchir et puis parler du coup des membres de la famille,
Vous voyez le dessin du bas avec la ficelle, eh bien là, il y a vraiment quelque chose de dynamique au niveau des relations. Voilà, donc c'est pour moi peut-être un petit peu plus. C'est en tout cas un autre outil que ce qu'on peut voir, par exemple, au niveau du génogramme, qui est quelque chose qu'on utilise en approche systémique, où là, c'est intéressant aussi parce qu'on peut voir les liens et les relations, les liens filiatifs et puis voilà les relations entre les personnes pour avoir une photographie aussi un petit peu des relations familiales. Ce qui est intéressant aussi dans le cadre de l'utilisation d'objets flottants que l'on appelle en approche systémique, c'est par exemple d'utiliser le génogramme imaginaire. Le génogramme imaginaire est donc le fait de pouvoir proposer à quelqu'un d'imaginer une famille donc affiliative. Et donc, c'est intéressant pour des jeunes du refuge qui sont complètement coupés de leur famille de pouvoir se représenter qui est-ce qui pourrait avoir la fonction d'un parent ou la fonction d'un frère ou d'une sœur, même si ce n'est pas le parent et ce n'est pas le frère ou la sœur, mais ça en a la personne en a la fonction. Et je trouve intéressant peut-être pour des personnes de le repérer. Ensuite, par exemple, sur la droite, vous voyez, j'utilise des mannequins pour pouvoir matérialiser, se représenter. Alors, quelquefois, je leur demande de le faire physiquement dans le cadre de sculpturation, mais comme c'est pas toujours le rapport au corps est pas toujours voilà aisé, eh bien là, par exemple, j'ai demandé à une jeune fille de représenter comment elle se représentait la relation qu'elle avait avec son parent. Voilà, donc ça peut être aussi une autre manière de travailler. J'utilise également beaucoup le corps. Et là, par exemple, sur cette image, on voit quelqu'un qui a pu travailler debout. Donc, c'est en fait, j'ai un. Bon, je ne sais pas si vous avez vu sur la photo précédente, si vous vous souvenez au niveau de mon cabinet, mais il y a vraiment, j'ai un grand des papiers, du papier en fait qu'on déroule sur toute la hauteur de la personne. Et donc, du coup, la personne va pouvoir aussi, par les gestes, euh, pouvoir sortir quelque chose corporellement. Et donc, ce sera intéressant parce que ce qui m'intéresse, moi, dans la thérapie par le jeu et la créativité, et ce qui m'intéresse aussi avec ces jeunes, c'est qu'ils puissent, au-delà d'avoir dit des choses, de les penser dans leur tête, etc., c'est tout d'un coup de les voir, tout d'un coup de voir ce non, j'en ai marre de dire toujours oui parce que je dis toujours oui parce que je veux qu'on m'aime, et là, j'ose écrire non. Voilà, donc c'est des explorations, des expérimentations que je trouve intéressantes. Ce que je veux aussi dire, c'est que dans un cabinet de thérapie, je trouve, il est important de pouvoir échanger évidemment sur ce qui ne va pas, mais c'est important de pouvoir aussi échanger sur ce qui va et de pouvoir avoir un espace de ressourcement. Je travaille aussi en analyse de pratique professionnelle auprès d'équipes du secteur médico-social. Et le ressourcement est pour moi essentiel pour limiter notamment le burn-out. Et là, vous voyez, cette jeune qui utilisait de la barbotine, de la terre liquide, et qui disait qu'elle ne s'était jamais sentie aussi bien et ça lui donnait presque envie de pleurer tellement elle se sentait bien. Et voilà, je trouve j'avais l'impression d'avoir gagné quelque chose et de l'avoir vraiment soutenue et aidée dans ce qu'elle pouvait traverser. J'utilise également beaucoup les figurines. Au Québec, je présume que vous êtes peut-être aussi assez avertis puisque mon superviseur de thérapie par le jeu de sable habite à Québec. Donc, de pouvoir utiliser les figurines, et là, par exemple, avec les personnes réfugiées, demandeurs d'asile, je l'utilise pas mal, c'est de pouvoir permettre aux personnes de s'exprimer sans parler. Là, par exemple, l'exemple que vous voyez devant vous, c'est une jeune fille qui a dû accoucher sous X et qui a donc laissé partir son enfant, voilà. Et je me souviens, ce jour-là, elle m'a dit, je ne veux pas parler. Je veux juste vous montrer, je veux partager, mais je ne veux pas parler. Et c'est vrai que c'est une étape peut-être qui permet de pouvoir partager quelque chose, donc le rendre un peu vivant, le rendre un peu réel, mais à la fois
de ne pas quand même mettre des mots, parce que quand on met des mots, là, ça le rend vraiment réel. Donc, voilà, ça c'est une autre. Avec le jeu de sable, par exemple, on peut adapter. Ah mince, on peut adapter évidemment. Et là, vous voyez, c'était une personne transgenre qui vraiment avait beaucoup de mal au niveau relationnel et qui était souvent très déçue de ce qu'on pouvait lui dire, très blessée. Et je lui avais demandé, je lui avais dit, mais finalement, qu'est-ce que tu aimerais que les gens te disent? Parce que finalement, elle ne le disait pas. Elle attendait des gens des choses, mais elle ne leur disait pas qu'elle attendait. Et là, du coup, ça a permis de pouvoir faire l'expérience que c'était peut-être possible de pouvoir dire ce que l'on attend. Voilà, donc ça, c'est une autre chose. J'en parle dans une vidéo que j'ai fait. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Psycho pour tous, dont je vais vous parler. Et j'utilise, enfin, je parle aussi du ballon. Ça, c'était une patiente qui vraiment trouvait que c'était lourd, que on ne la reconnaissait pas dans ce qu'elle vivait. On disait qu'elle était profiteuse, voleuse. Elle vivait dans une famille où la religion était très importante et elle était donc évidemment absolument pas soutenue par sa famille. Et elle me dit, ça prend toute la place en moi. Et donc, j'ai eu l'idée de prendre un ballon où on a écrit tout ce qui prenait de la place. Et ensuite, je lui ai dit, prends ce ballon et, et dégonfle comme c'est bien pour toi. Sache que c'est toi qui as l'ouverture du ballon et c'est peut-être toi qui as cette capacité aussi de faire dégonfler des choses en toi. Voilà, donc autre chose aussi que je peux utiliser qui peut être intéressant quand les patients voilà, arrivent, sont pas bien, ne savent pas trop d'ailleurs pourquoi ils ne sont pas bien, eh bien j'utilise le jeu Dixit que vous connaissez sans doute. Et ce jeu qu'on peut utiliser de manière très différente, mais par exemple de dire bah voilà, ben aujourd'hui si tu avais une carte à choisir pour représenter l'état dans lequel tu te sens, eh bien laquelle tu choisirais et pourquoi du coup. Donc ça permet de pouvoir parler aussi autrement et pouvoir se représenter. Moi c'est très important pour moi de pouvoir proposer aux personnes de se représenter les choses différemment peut-être. J'aime beaucoup cette image et de se dire mais finalement un même événement, une même chose, eh bien peut-être qu'on peut apprendre à vous voyez le personnage de droite a des lunettes, apprendre à peut-être régler ses lunettes pour percevoir les choses de façon différente. Voilà. Donc pour parler de tout cela, de ces médias créatifs, et de l'accompagnement que l'on peut faire avec des personnes LGBTQ+, mais pas que du tout. Eh bien, donc, j'ai créé une chaîne YouTube et je vous en parle aujourd'hui parce que je ne sais pas vraiment qui regarde, mais qui est là aujourd'hui. Mais en tout cas, l'idée, c'est de démocratiser la psychologie, de la rendre accessible et de pouvoir solliciter aussi des gens, des professionnels qui ont des choses à dire sur la psychologie et qui pourraient permettre à des gens qui justement n'osent pas aller consulter parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas d'argent, mais aussi parce que les psys sont fous, on le sait bien, parce que plein de choses qui font que on ne passe pas la porte d'un psy. Eh bien cette chaîne YouTube, j'aimerais qu'elle puisse aider des gens à travers l'utilisation de médias créatifs, mais pas que, parce qu'il y a différents thèmes dans la chaîne, donc les enfants, les adolescents, les adultes, couple, famille, travail, voilà, médias créatifs, eh bien, de pouvoir présenter un petit peu ce que c'est. Par exemple, là, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, la balance, au niveau de la balance relationnelle, de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Eh bien, par exemple, voilà, je parle comment est-ce qu'on peut utiliser une balance pour pouvoir se représenter visuellement qu'il y a des fois des choses qu'on a l'impression qu'on donne beaucoup et que l'on reçoit pas beaucoup. Et du coup, de pouvoir visualiser ça, de pouvoir nommer les différents cailloux, par exemple, qui sont sur le plateau de droite, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que j'ai l'impression d'avoir donné beaucoup et je ne reçois rien? De pouvoir voilà utiliser des choses comme ça pour se le représenter autrement.
J'ai eu l'occasion aussi récemment de pouvoir faire une vidéo sur l'empathie, parce que de ce que j'ai compris peut-être de l'application que Monsieur Justin voudrait mettre en place, par exemple, c'est aussi peut-être d'aider les gens à se soutenir, mais également de pouvoir, je trouve, enfin, je ne sais pas si c'est l'objectif, mais en tout cas c'est le mien, de pouvoir permettre aux personnes de se mettre dans une dimension d'empathie pour pouvoir comprendre. Voilà. Ce dont quoi la personne est. Et donc, à travers cette vidéo, ben, je propose aussi différents médias créatifs pour travailler la question de l'empathie avec les jeunes qui peuvent être dans des écoles, qui peuvent être voilà, qui peuvent être en thérapie, qui peuvent voilà. On a fait également une vidéo sur la diversité sexuelle où on parle d'ailleurs du Québec et du fait que le Québec est beaucoup plus en avance que nous en termes de formation et que ce serait important que la France s'y mette clairement. Voilà, le mot de la fin pour moi, j'ai pris la définition du rejet dans le Larousse et en fait, c'est une pousse qui se développe à partir d'une tige ou à partir d'une souche d'arbre coupé. Et c'est vrai que finalement, les personnes que l'on peut, avec lesquelles on peut travailler sont des personnes qui ont pu être rejetées. Et du coup, vous voyez que sur cette photo d'arbre, eh bien finalement, le rejet, ça peut avoir quelque chose de très positif. Et j'utilise par exemple beaucoup dans ma pratique l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est un outil également qui est développé dans l'approche narrative et que je trouve vraiment très intéressante pour essayer vraiment de mobiliser les ressources, les compétences, les personnes ressources, le club de soutien, pour que justement pouvoir passer ces moments difficiles que peuvent être justement l'annonce d'une homosexualité, d'une bisexualité ou d'autres difficultés de ce genre. Voilà, je pense avoir terminé. Donc, vous pouvez, si vous voulez, reprendre la main pour les questions.